Bonsoir à toutes et à tous. Waouh. Ah, j'ai l'impression d'être maîtresse d'école. Très bien réussi. Alors, je suis vraiment contente parce que c'est la première fois qu'on fait un podcast en live. On a fait un spectacle au Bataclan il y a un mois. Peut-être que certains d'entre vous étaient là, mais c'était un format très différent. Là, c'est vraiment genre le podcast comme on le fait tout le temps, mais avec un public. Dans un street food market. C'est pas mal, hein? Merci le premier rang. J'espère que vous vous régalez. On a pris des... J'ai introduit Wally... Enfin, je dis ça, je pense qu'il avait déjà bouffé coréen. Mais je me targue de lui faire encore plus découvrir la street food coréenne. Je recommande King Kong, là. Très bon spot. Donc merci à Bobon Villette pour l'accueil. Merci Wally d'ouvrir le bal. Avec plaisir. J'ai hâte d'échanger avec toi. C'est plus un échange qu'une interview. J'avais envie de commencer par une petite anecdote. J'aime bien m'afficher. Je crois que la première fois que je t'ai vu, c'était l'affiche pour ton dernier spectacle. Enfin, tu sais, celle qui a après un peu fait polémique. Et en fait, je pensais que t'étais tatoué du visage. Je me suis dit, putain, le gars, il ose. Il va à fond dans son délire. Non. Il s'est tatoué tout le visage, genre waouh, tu vois. Jusque boutiste. Voilà. Non, d'ailleurs, c'est un très bon artiste qui s'appelle Pierre Roux qui a fait ça, qui est très fort en 3D et qui m'a fait des faux tatouages. Ouais, tu vois, c'était tellement bien fait que je pensais que c'était des vrais. On dirait des vrais. Mais ça a roulé certaines personnes qui me découvraient, qui pensaient vraiment que j'étais allé jusqu'au bout de mon délire. Mes parents sont encore vivants, donc j'ai pas le droit de faire ça. Est-ce que tu t'es fait tatouer quand même déjà Ouais. Est-ce que tu t'es fait tatouer des mots ou des phrases? Non, je suis pas très texte en Ok. termes de tatouage. Je me fais des symboles faussement mystiques que pour moi. Ouais. Mais non, j'ai pas fait de texte. Et puis je trouve que surtout faire les miens, ce serait bizarre. Ouais. De faire mes propres textes sur moi, comme des pense-bêtes, c'est un peu bizarre. Bah après, t'es pas obligé de... Enfin, par exemple, moi, j'ai Hakuna Matata derrière l'oreille. Ah bon? Voilà, ce n'est pas de moi. J'aurais aimé. Non, c'est J'aurais un aimé, mais ce n'est phacochère pas de et moi, d'une voilà. mangouste. Mais en fait, quand on y pense, c'est très philosophique, Hakuna Matata. On rigole parce que, tu vois, c'est le royaume. Ouais. Mais en vrai, ça veut dire profiter de sa vie sans aucun souci. Je Ah, mais ça, avec trouve que Macron, c'est pas un possible. rappel. Tu peux pas Hakuna Macron démission. Ça, tu vois, ça marche pas. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que t'as profité de la vie sans aucun souci? Depuis toujours, moi, je crois que je me suis débarrassé de mes angoisses assez rapidement. Donc, Et angoisse, tu avais. Ouais, bah, comme tout le monde, hein, on a tous nos petits blocages, nos petits stress, etc. C'était quoi tes angoisses? Ouais, la première Vas-y, je prends angoisse un que poulet j'ai en même eue, temps, donc franchement, t'as le temps de développer. non, la première angoisse que j'avais, moi, c'était d'être dehors, de dormir dehors, de plus avoir de maison, etc. C'était un truc qui vraiment m'obsédait. J'étais pas dans la pauvreté ou quoi que ce soit, mais je faisais partie de ces gens dont les parents étaient à un salaire de la galère, en fait. Si tu perds ton boulot, c'est terminé. Donc j'avais ce truc, cette peur-là, un peu irrationnelle. Et puis en fait, plus j'ai grandi, plus je me suis dit, ce que tu ne contrôles pas, ne t'en fais pas un poids, ne t'en fais pas un obstacle, parce que ça sert à rien. Ouais. Et je me suis convaincu de ça année après année, et je crois que ça y est, à peu près. Tu vois, j'en suis à peu près là, où si je peux rien y faire, bon, ça me concerne plus, je laisse rouler, quoi. Très stoïcien. Peut-être. Et ça t'a suffi de te le répéter? Genre, il n'y a pas eu des expériences qui ont aidé à passer de la théorie à la pratique? Parce que, franchement, moi, j'aimerais, tu vois, me dire, en vrai, tu peux rien y faire, tu vois, genre, lâche l'affaire, mais faux. Genre, je vais tout essayer pas. pour essayer de faire en sorte que l'affaire me revienne. Ouais, en fait, je pense que c'est une évolution. Oui, effectivement, il y a eu certaines épreuves, certaines difficultés où je me suis rendu compte que j'étais toujours vivant et puis tu relativises souvent parce que c'est aussi les expériences des autres qui te remettent en place par rapport à ce que toi tu vis et tu dis bon, ok, c'est pas si grave. J'ai vu plus grave, j'ai peut-être pas vécu plus grave, mais j'ai vu plus grave. Et ça permet de mettre en perspective ce qui t'arrive. Et après, je pense que de toute manière, je suis né avec un certain détachement sur les choses. Ouais. Ça, j'y suis pour rien. J'ai rien travaillé du tout, c'est arrivé comme ça. Donc, ça me permet parfois soit de garder le contrôle dans des moments de panique, où je me dis, mais en fait, là, j'ai pas le volant. Donc, je peux pas freiner, je peux rien faire, je me laisse aller, quoi. Mais c'est vrai que c'est de l'auto-persuasion.
sur ces trucs-là. Et puis parfois, ça marche pas tout le temps. Parfois où tu te dis, non, là, je contrôle pas, mais ça m'emmerde. Mais ça reste assez constant. Ouais. Il était comment, Wally, à 18 ans? Ouais, il était pas très finot à 18 ans. Pas très finot. J'étais dans une espèce de réparation d'adolescence, quoi. À 18 ans, tout ce à quoi tu n'avais pas accès, tu peux à peu près y arriver si tu te débrouilles bien. Donc j'étais dans ce truc-là, la quête, quoi. Quête de reconnaissance, de tout ça. Donc tu fais pas les meilleurs choix à ce moment-là. Quel mauvais choix t'as fait? J'ai peut-être un peu trop pensé à moi, je pense, sur certains trucs. Du coup, je me suis même coupé de plein de gens, etc. Je voulais tellement réussir dans plein de trucs en même temps que j'étais... il faut que ça avance, il faut que ça apprenne, il faut que... Puis en fait, cette espèce d'obsession-là, elle m'a quitté à un moment donné et c'est là que ça a commencé à tourner dans le bon sens. C'est paradoxal. Mais je crois que c'est une espèce de loi de l'attraction de ce truc-là. À partir du moment où tu te détaches un peu, encore une fois, le détachement de ce que tu veux vraiment, tu as 1 mètre, 2 mètres de recul, tu dis, ok, peut-être que si je suis moins obsédé par ça, que je pars dans d'autres voies, que je m'autorise d'autres voies, que je m'autorise plus de repos, que je m'autorise tout ça, eh ben, finalement, ça se matérialise plus vite que quand c'est le truc pour lequel tu te réveilles le matin et que tu penses qu'à ça et tu fais tout fonctionner par rapport à ça. Je pense que tu perds en efficacité en étant trop obsessionnel sur les choses. Ça a été quoi ta première obsession? Ma première obsession, je crois que ça a été l'argent. Ok. Je crois que c'était un truc... Quand t'en as pas, c'est un truc que tu veux. Et donc, c'était... J'ai travaillé, moi, j'avais... mon premier taf, je l'ai eu vers 15-16 ans. Donc, c'était un truc où je me suis dit, tout de suite, il y a que ça qui marche. Il y a que ça qui te libère, il y a que ça qui... Donc, j'avais ce truc un peu... c'est pas un rapport malsain, parce que je n'étais pas prêt à faire n'importe quoi pour ça. Mais c'était, je me dis, il n'y a que ça qui va faire que tu accéderas à ce que tu crois être tes rêves. Parce qu'en fait, c'était même pas ça. C'était même pas des rêves matériels. Mais à ce moment-là, avec les connaissances du monde que j'avais, c'était, il faut oseille. Donc je travaillais. J'avais 3 ou 4 tafs en même temps. J'essayais vraiment, j'avais que ça en tête parce que j'avais été frustré dans mon enfance, en fait. Ouais. Et encore une fois, j'ai pas été dans l'extrême pauvreté ou quoi que ce soit, mais c'était ce sentiment d'insécurité, de se dire... D'incertitude, quoi. Ouais, tu te dis demain, il y a la machine à laver qui marche plus, il n'y a pas de vacances. Voilà, c'était plus ce rapport-là. J'avais une machine à laver, déjà. Mais c'est ce truc de... Rien n'est très solide. Rien n'est très solide et j'avais envie de quitter cet état-là. Quand est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas ça, finalement, que tu recherches ? À 2 étapes. La première, c'est quand j'en ai eu. C'est con, hein, mais une fois quand je dis j'en ai eu, j'ai pas touché 1 million d'euros, mais dans le sens où j'ai eu assez pour acheter un appartement. Et à ce moment-là, tu dis, bon, déjà, on peut plus me virer de chez moi. Enfin, la banque peut, parce que c'est pas complètement à toi. Mais il y a ce truc dont je te parlais tout à l'heure, de peur d'être dehors, etc., qui s'en va. Donc, tu te dis, c'est bien. Mais... c'est comme tout. Ce que tu as voulu pendant des années, une fois que tu l'as, c'est plus la même saveur et tu te rends compte surtout que ça n'amène pas ce que tu croyais. Ça n'amène pas ce que tu croyais. Mais en même temps, ça repose. Ça repose. Et tu te dis, bon, là, au moins, certaines insécurités que j'avais, c'est l'argent qui les règle. Et du coup, tu te trouves une autre quête à partir de là. Une fois que tu as réglé tes peurs, que tu as réglé tes angoisses là-dessus, il m'en fallait pas beaucoup. Je veux dire, moi, j'ai jamais cherché à être multimillionnaire ou ce genre de choses. Ça m'intéresse pas du tout. Et encore plus maintenant que j'en connais. Ah ouais? Que je vois des gens. Qu'est-ce que ça a changé? C'est comme disait Biggie, c'est more money, more problems. C'est vraiment des trucs. Il y a un certain seuil où ça ne m'intéresse plus du tout. Je trouve que c'est. Puis tu rentres dans un rapport aux gens qui est différent. Les gens te regardent différemment, etc. Alors je souhaite à tout le monde d'être blindé. Hein. Je suis pas du tout en train de dire l'argent fait pas le bonheur ou ce genre de truc. Je peux te dire qu'il y en a, ça leur ferait un grand bonheur d'en avoir. C'est pas du tout ça. Mais il y a un certain seuil qui est inutile vraiment et qui
qui te change toi, qui change les gens autour de toi, qui peut te faire devenir une très mauvaise personne. Et ça m'a vacciné, ouais. Vraiment, ça m'a vacciné. Et en plus, ça te permet d'être beaucoup plus clair dans ce que tu veux faire et ce que tu veux pas faire, puisque c'est plus un paramètre. Ouais. Donc ça te permet de refuser énormément de choses. Alors que si tu me les avais proposées peut-être 6-7 ans avant, je m'aurais dit, bah ouais, c'est bien, c'est sympa, mais là, non. Quelle quête a remplacé celle de l'accumulation de l'argent? Honnêtement, c'est la sérénité. Ah ouais. D'avoir ce truc de s'endormir tranquillement. Tu sais, souvent, quand tu t'endors, t'as tout qui... Ouais. Toutes tes foirades depuis Ouais, comme le par CP. hasard, t'étais grave fatigué au moment où tu poses la tête sur Putain, mais c'est l'oreiller. vrai, j'avais dit ça en CE1. Et donc, tu te rappelles de tout partout où t'as merdé, etc. Et d'avoir ce truc de se dire, bon, en fait, ça va, j'ai fait des erreurs qui ont tué personne, et ni moi, ni les autres, et qui n'ont pas fait trop de mal, etc. Donc, c'est ce truc de conscience légère. Et avoir la conscience légère, je trouve que c'est un truc, justement, qui ne s'achète pas. Ouais. Et c'est ce que je recherche, ouais, d'avoir ce truc de me regarder en face et me dire, évidemment, t'es loin d'être parfait à tous les niveaux, mais tes erreurs ne blessent pas les autres. Ouais. Je vais foirer encore plein de fois dans ma vie, mais c'est des erreurs humaines, c'est pas des erreurs volontaires. Et même si elles étaient volontaires, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui en souffrent aujourd'hui. C'est ça, pour toi, la sérénité? Oui, c'est de se sentir à l'aise avec tes actions, tu vois, de se dire mon impact sur le monde est au moins neutre. Je dirais pas positif, mais au moins neutre. Au moins, je viens, je fais chier personne. Si j'en fais rire 2-3 en plus, tant mieux. Mais j'emmerde pas le monde, quoi. Tu fais peut-être un peu chier le président. Mais c'est lui qui a commencé. Donc, T'as bien répondu. là, c'est pas pareil. Non, mais parce que dans ma vision de la sérénité, il y a une notion de paix et d'apaisement qui, je trouve, est difficilement conciliable avec un engagement politique aussi fort que le tien. Mais tu sais, on parle beaucoup de cette histoire d'engagement. J'ai pas du tout l'impression d'être engagé, moi. Moi, je fais des vannes. C'est pas, tu vois, l'engagement, c'est le mec qui va créer son association, qui met les mains dans le cambouis, qui est dans le concret. Moi, c'est des vannes, c'est des idées, c'est... En plus, je veux dire, j'ai pas inventé la roue. Il y a des choses que je reprends, que d'autres ont traitées plus profondément et qui ont anticipé ça bien avant moi, en fait. Donc, je suis pas dans quelque chose... j'ai pas l'impression de révolutionner quoi que ce soit. Et je trouve que l'engagement, c'est une promesse de vertu que j'ai pas, en fait. Moi, je suis là... Je suis énervé et plutôt que de casser des trucs, je vais faire des vannes. Voilà. C'est ça mon. Si ça se résumait à quelques phrases, ce serait plus ça mon engagement. Mais l'engagement, je trouve que ça donne un côté vertueux, chevalier blanc qui me plaît pas des masses. J'ai envie de pouvoir foirer, j'ai envie de changer d'avis, j'ai envie de me tromper, j'ai envie de. Et à partir du moment où tu te définis comme engagé, comme militant, comme tout ça, ça donne cette espèce de posture. Voilà, de posture, d'aura, de je sais ce qu'il faut faire pour que le monde aille mieux. Moi, je sais reconnaître là où il y a de l'absurdité et du manque de logique. Après, de là à trouver les meilleures solutions, comptez pas forcément sur moi. C'est quand la dernière fois que tu as changé d'avis? T'as le droit de réfléchir. Souvent. Non, mais en fait, je me rends même pas compte, mais... c'est pas que je change d'avis, c'est que j'apporte de la nuance parfois. Parfois, tu vas être très radical sur quelque chose parce que c'est viscéral, ça te prend, ça t'énerve. Et après, tu te dis, attends, si j'y réfléchis bien, il y a des choses qui expliquent telle ou telle, je sais pas, décision politique ou décision, n'importe laquelle, décision de société, etc. Il y a des choses qui sont passées avant que j'ai intérêt à prendre en compte si je veux tout comprendre, etc. Donc, parfois, je suis un peu sanguin. Et après, je redescends. Je dis, attends. Il y a tout un tas de paramètres, si tu les prends pas en compte, en fait, tu es juste dans les réactions épidermiques et tu vas te planter dans ton analyse. Comment tu choisis de quel sujet tu veux parler? Parce que tu disais humblement que tu n'es pas vraiment engagé, que tu fais que des vannes, mais tu vois, il y a tellement de sujets sur lesquels on pourrait faire des blagues. Le fait que toi, tu vois, si on regarde ton compte Insta, franchement, je pense que 90% de tes vannes sont politisées. Comment tu choisis de quoi tu veux parler et comment tu choisis justement... En fait, je trouve ça extrêmement difficile, la rigueur à laquelle
ça t'oblige. Tu vois, comment tu te renseignes sur un sujet de telle manière à ce qu'on puisse pas te dire, en fait, non mais là, Wally, genre, t'as tout faux. Que de la merde. Non mais tu vois, le risque aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'interprétations que tu peux retranscrire une idée sans que ce soit finalement fidèle à ce qu'elle est réellement. Ouais, mais demain, je fais un truc sur le poulet. Si je me trompe, il y aura la communauté des aficionados du poulet qui va me rentrer dedans. Ouais. En fait, aujourd'hui, il y a des experts en tout. Ouais. Donc, de toute façon, si tu fais une erreur, peu importe le sujet, tu auras des gens pour te rentrer dedans. Donc, il se trouve que les sujets que je traite sont un peu plus sensibles. Mais j'essaye toujours de me mettre du côté de la logique. Et en fait, la logique, tu ne peux y opposer que de la mauvaise foi. Ouais. Donc, si tu opposes de la mauvaise foi, c'est pas mon problème. Si je te dis que cette table est ronde et que tu me dis non, c'est un triangle, eh ben, je t'en prie. Mais on va pas parler. En fait, j'ai pas besoin de parler avec toi parce que tu es dans une mauvaise foi, tu es dans un autre prisme de la réalité. Après, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Ça, il n'y a aucun problème. Mais j'ai la chance en plus d'avoir les gens qui m'écoutent et qui me suivent, etc. Parfois me corrigent sur certaines choses. Des fois, je fais une erreur sur un intitulé, sur un truc, sur un chiffre. Je vais avoir une dizaine de commentaires très bienveillants. Non, en fait, c'était pas en 97, c'était en 92. Mais c'est pas grave, t'es marrant. Tu vois, parce que l'intention compte aussi dans ce que tu fais. Moi, j'ai pas envie de donner une leçon quand je fais un truc. Je pointe juste quelque chose qui est absurde pour moi, qui me fait rire. Et tu perçois l'intention de, voilà, soit de débunker un truc, soit en tout cas d'attaquer quelqu'un qui nous fait plus de mal que moi si je loupais ma vanne. Ouais. Si moi je loupe ma vanne, c'est pas grave. Par contre, la décision qui a été prise, elle touche des millions de gens, voire des milliards. Et ma petite vanne en face n'est pas importante. Donc, et puis je m'appuie aussi sur le travail de journalistes, de gens sérieux qui ont déjà fait le travail pour moi. Ce que je dis souvent, c'est que les journalistes sont bien meilleurs que moi, ils sont juste chiants. C'est chiant, c'est trop long, voilà. Et dans l'ère de la consommation rapide, si je peux donner la même information avec une vanne, parfois c'est consommable un peu plus facilement, quoi. Ouais. C'est un vrai arbitrage et je me demande là aussi comment tu l'effectues entre un sujet très sérieux et la nécessité pour toi de le communiquer de manière légère. Enfin, quel est un peu ton processus? Tu vois, si là, demain, le président partage une loi absolument nullissime qui te fait chier, c'est quoi ton processus un peu de création autour de « moi, il faut que je sensibilise sur ce sujet-là » ? Bah, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, souvent on me dit vous faites de l'humour politique. Non, tout l'est politique. Si ce verre est là, c'est le résultat d'une décision politique qui a fait qu'il y a des lois commerciales entre les... Voilà, donc... tout est politique, le couple, la famille, même les sujets les plus triviaux, etc., c'est politique. Donc, je le traite comme n'importe quel sujet, c'est-à-dire, qu'est-ce que je perçois là-dedans qui ne me convient pas ou qui ne conviendrait pas à l'objectif annoncé. C'est-à-dire que souvent, ils parlent par exemple de réduction de budget toutes les 2 secondes, et à côté, tu vas voir qu'il y a des dizaines de milliards de TVA qui disparaissent du budget de l'État. Et donc, vous voulez nous enlever des trucs alors qu'il y en a du même côté. L'absurdité est là, c'est pas une vision de l'esprit, c'est des maths. Donc c'est là, je vais en faire une vanne où je vais dire que je sais même pas comment il s'appelle le nouveau ministre de l'économie, je suis resté bloqué sur Bruno Le Maire pendant 7 ans. je sais plus comment il s'appelle, celui qui a dit que le RN n'était pas dans l'arc républicain, puis après Barnier il lui a tapé dessus, il a dit non, tu dis pas ça, tu parles pas mal de Marine. Donc ce mec-là, je veux dire qu'il sait pas compter, quoi. Tu vois, c'est là où je vais trouver l'élément comique, c'est sur le fait que souvent ces gens se présentent comme l'élite, c'est comme ça qu'on les définit d'ailleurs, on dit les élites, alors que, à mon humble avis, n'importe qui avec une calculette fait mieux. Qu'est-ce que tu aimerais changer dans un monde idéal du système politique actuel ? Je pense, et ça c'est mondial, qu'il y a une crise des chefs. Ouais. C'est-à-dire que ce système de chefs ne marche pas. Dire de cette espèce d'hommes providentiels, voire de femmes quand ils ont bien envie, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je connais très peu de pays où les gens adorent le gouvernement sans y être forcés, sans être obligés de faire comme ça avec des drapeaux pendant 4 heures pendant un défilé militaire. Je vois pas. Donc ça veut dire que ce système pyramidal où une vingtaine de personnes décident de l'avenir de millions de gens, ça ne fonctionne pas.
souvent on dit oui, mais c'est démagogique par exemple, de faire un système participatif où c'est les gens qui décident par référendum, etc. Parce que dans leur tête, les gens sont tous des débiles qui vont prendre les mauvaises décisions. Le problème, c'est qu'on l'a pas fait. Donc, tant qu'on l'a pas fait, en tout cas, ce que vous faites là, on l'a fait, ça marche pas. Donc, on peut changer. Mais évidemment, pour changer un système comme ça se fera pas au cours d'une vie humaine. Ça c'est sûr. Ça donne l'impression qu'un seul humain pourrait en diriger des millions. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Parce que les intérêts sont tellement multiples au sein d'une population qui prendra forcément un parti. Il se trouve qu'ils prennent le parti toujours des mêmes. Mais c'est obligatoire. Une personne n'est qu'un humain. Même si on a eu des espèces de symboles de gens, et je prends même des gens que j'admire, hein, comme des Thomas Sankara, des choses comme ça ne reste qu'une personne. Donc tu vois, la preuve, Thomas Sankara, il avait toutes ces idées-là, boum, on le tue, ça marche plus. Ça marche aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que les bienfaiteurs peuvent être rapidement éliminés vu qu'il n'y en a qu'un. Et c'est qu'un seul qui décide. Mais généralement, ils ont quand même des idéologies qui sont portées par un plus grand nombre. Oui, mais le problème, c'est que comme c'est le poste qui décide, si on le retire, ou au contraire, si on le maintient, comme n'importe quelle dictature, etc., ça reste le même problème. C'est le problème d'une seule personne qui est lui-même, en plus souvent influencé par d'autres choses, par d'autres puissances, etc. Je ne vois pas comment ça peut marcher. Mais est-ce que ça pourrait... Enfin, j'aimerais être dans un monde où le consensus peut exister. Mais j'ai vraiment du mal à imaginer que des décisions puissent être prises justement si finalement chacun a le même poids alors que des avis et des intérêts diamétralement opposés. Ah mais ça induit tellement de... C'est tellement complexe en fait de simplement d'avoir une direction de société. Et honnêtement, j'ai pas la réponse. Ouais, mais c'est ça qui me fait chier moi. C'est que j'aimerais bien arriver à être là genre. Quelqu'un qui sait. Nous avons l'alternative. Non, il y a plein de solutions. Il y a des gens qui ont énormément d'initiatives citoyennes qui commencent à fonctionner à petite échelle. Souvent, tu regardes d'ailleurs, à la limite, ça marche mieux cette espèce de sommet décideur au niveau des mairies. Mais pourquoi ? Parce que les maires, quand ils marchent dans la rue, ils croisent les gens. Donc là, tu peux pas, t'es pas dans une espèce d'entité intouchable qui fait ce qu'il veut. C'est que le mec, il habite là, les gens savent où il habite, il va les voir, etc. Ça n'empêche pas plein de faire n'importe quoi. Mais on va dire qu'il y a une espèce de tutorat des gens autour qui font qu'on peut te croiser au marché. Peut-être on peut te mettre une baffe, peut-être. Je sais pas si on va le faire, mais on a la possibilité de le faire parce que tu n'as pas 30 quarts de CRS devant, tu es au milieu des gens. Peut-être qu'on pourrait garder ce système-là, mais laisser, ne pas avoir cette espèce de protection. Je parle pas, évidemment, il faut protéger un président, je veux dire, sinon il se fait tirer dessus, mais ce truc de distance. Et puis il faudrait les mettre au SMIC, comme ça déjà. On ça remettrait les pendules à l'heure. Qui a envie d'y aller pour de vrai? Bon, j'adore ce petit virage politique, c'est le but d'InPower aussi, on parle de tout et on dérive tout le temps si on le souhaite. Mais pour revenir à toi et à ton parcours, quand est-ce que tu te dis, parmi toutes les options que j'ai, parmi tous les métiers que je peux faire, ce que je souhaite faire, c'est faire rire les gens. Et la pression qui va avec, hein. Moi c'est toujours un truc, je me suis dit, waouh, genre tu veux monter sur scène, de ton plein gré, te confronter à des gens qui peut-être ne rigoleront pas. Dans la merde pour rien. En fait... C'est un accident un peu. C'est-à-dire que j'y pense pas vraiment. Je suis fan de ça. C'est-à-dire que mon père, dans la voiture, il met Rire et Chanson. Sur YouTube, là, ça commence à arriver. Est-ce que je suis vieux maintenant, mais ça commence à arriver. 58 ans déjà, ouais. Bientôt la retraite à 74 ans. Et il commence à y avoir beaucoup de vidéos d'humoristes français, américains, etc. sur YouTube. Donc je m'abreuve de ça et je trouve ça génial sans penser je peux le faire. C'est juste, je me dis, ça existe. C'est fou. Puis après, il y a le Comedy Club, Jamel Comedy Club qui arrive, où là, je dis, mais c'est des mecs comme moi, ça, qui font ça. Je le vois, j'en vois des comme ça en bas de chez moi, donc c'est possible. Et il se trouve que j'ai un pote qui habite à Nantes, moi je viens de Grenoble à la base, qui habite à Nantes et qui il lance un petit concept de Comedy Club. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, où tu as des Comedy Clubs partout, sous la table, machin. Là, à l'époque, il n'y en a pas. Il y en a 1, 2, 3 à Paris. Dans les villes de province, il n'y en a aucun. Il y a des cafés-théâtres, mais c'est encore un autre langage, c'est un autre univers. Et puis même le stand-up est un peu
ostracisé par cette histoire de quatrième mur, de théâtre, de trucs. On est un peu le rap de l'humour, quoi. Ouais, c'est moins noble. On vous aime bien, mais bon, c'est chiant. Donc il y a ce truc ouais, de rareté des scènes ouvertes. Et il commence ça, et il sait que moi j'adore ça, que j'écris et tout ça. Il me dit, bah viens essayer. Et à l'époque, j'ai 20 piges. Et j'y vais. Et la première fonctionne. Ce qui est très rare. Normalement, la première, c'est terrible. C'est terrible ce que tu fais. Tu as envie de te suicider à chaque vanne. Parce qu'à chaque fois, tu sais que tu vas creuser un peu plus dans le puits de la honte. Et bah là, non. En fait, ça fonctionne bien. La deuxième était une catastrophe, mais le premier fonctionne bien. Donc, c'est une espèce d'épiphanie où tu te dis waouh, ouais. Et puis en plus, c'était dans la cave d'un bar, donc c'est un truc, la moitié était à moitié bourré et tout. C'est un peu glauque ton histoire quand même. Non, c'était propre, mais c'était des gens qui étaient venus pour boire d'abord, plutôt que voir des vannes. Et donc, tu te dis, si j'ai l'attention de ces gens-là, peut-être que je me plante pas, peut-être que je suis pas fou dans ce truc-là et que ça peut marcher. Donc je fais ça pendant 1 an. Et en fait, on a de plus en plus de monde dans ce bar. Il y avait des escaliers, parce que le bar était donc en sous-sol. Et il y a des escaliers, il y avait des gens dans les escaliers, etc. À la base, c'était une salle qui pouvait accueillir 50 personnes. On montait jusqu'à 180 avec des gens debout les uns sur les autres et tout. Donc on se dit, en fait, ça fonctionne. Et tu gagnes ta vie grâce à ça ? C'est un très grand mot, je gagne ma vie. Je gagne mon repas du soir. Ok. Avec ça. Je travaille à côté. Ok, donc tu as encore ton travail à plein temps. Ouais, je travaillais, j'avais 2 tafs et je faisais ça en même temps. Mais c'est même, tu vois, là j'étais encore dans ce truc d'argent, mais je savais pas avec ça. Tu vois, avec ça, je me disais, ça c'est un kiff, on rigole. Ah, puis en plus, je vais me faire 15 balles par soir, super, tu vois, très content. Et à bout d'un moment, en fait, il y a un truc, un concours en ligne d'humoriste et tout. Bon, je me dis, je vais le faire. Quoi. Je poste une vidéo, mais il faut vraiment comprendre qu'à l'époque, que ce soit réseaux sociaux, on était en 2011. Ok. Donc tu vois, c'est le début des youtubeurs. Ouais, début de Facebook. Ouais, tout est début. Donc en fait, même poster une vidéo, c'est un truc que tu penses même pas. En fait, c'est quelque chose, c'est pas trop spontané. Je sais pas, c'est pas d'usage quoi. Donc tu le fais pas. On aurait dû être précurseur là-dessus, mais bon, des fois on peut pas tout faire. Mais bref, là, on postait une vidéo sur un site et les gens votaient pour qui ils avaient envie de voir en finale. Et la finale se passait à Paris. Et donc, ça m'amène à Paris pour la première fois. En plus, c'était un truc, on jouait au pied du Sacré-Cœur. Ah ouais. Dehors, avec les touristes qui pipent pas un mot de français, qui passent. Enfin bon, c'était encore une fois un traquenard, mais... Tu es en finale. Ouais, t'es en finale, des trucs. J'ai pas gagné, mais ça s'est bien passé, quoi. Les gens ont rigolé. Et après, il y a un autre concours derrière qui se fait. Et là, c'était Ruquier qui présentait et il montait On ne demande qu'à rire en même temps. Et il me dit, bah viens faire le truc et tout. Et en fait, je me retrouve à la télé au bout de 2 ans de pratique, ce qui n'est pas du tout assez. C'est-à-dire que là, vraiment, je suis arrivé, on t'envoie à la guerre avec 1 semaine de classe, quoi. Ça va pas du tout. Donc j'ai fait n'importe quoi dans l'émission, je bricolais un peu ce que je pouvais. Mais en fait, du coup, c'est un accélérateur. Ouais, c'est Parce clair. que tu es à la télé, devant, à l'époque, ça faisait 1,5 million, 2 millions de personnes. Donc c'est quand même beaucoup, quoi. Ouais. C'est quand même beaucoup. Et donc, bon, tout de suite, tu es là, tu existes. Est-ce que tu as un spectacle, est-ce que tu as un truc, etc. Donc ça s'est un peu emballé vite. Donc j'ai pas eu le temps, trop, de me poser la question. Est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit, j'ai le truc. C'est après que je me suis posé la question. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience télé ? Que c'est un sacré monde de bip, mais non, mais ouais, parce que c'était assez violent dans le sens où déjà la formule même de l'émission était violente, c'est-à-dire que tu as 5 jours pour écrire un sketch que tu vas jouer en direct sans l'avoir jamais testé, et derrière t'es noté par des gens qui en fait ont zéro légitimité à te noter. Au début tu le sais pas parce que c'est des gens, c'est écrit comédien, un truc. Toi, moi j'étais vendeur de chaussures, tu vois, donc tu respectes le parcours, mais tu te rends pas compte qu'en fait c'est des gens qui sont pas légitimes et qui eux-mêmes vont chercher à exister, soit par la méchanceté, soit par le... Bon. Et surtout, j'avais déjà commencé l'humour que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je voulais aller sur ces sujets-là, sauf que je me faisais couper beaucoup de sketchs. Dès que, par exemple, je donnais le nom d'un politique, ça coupait. Donc, ça faisait des sketchs qui parfois n'avaient pas vraiment de sens, parce que ça passait d'un truc à l'autre et j'avais pas pu exprimer l'idée que j'avais.
Et surtout, on me prévenait de ces coupes toujours au dernier moment. Même un sketch qu'ils ont supprimé complètement. Un jour, on devait faire un prime et on devait refaire un sketch qu'on avait fait. Bon, après, c'est vrai que moi, le sketch, c'était un terroriste qui cherchait du taf. Facile, léger. Je fais pas non plus, je cherche le bâton pour me faire battre. Mais il a fonctionné. Les gens, il y avait même une standing ovation à un moment donné. Mais il a été supprimé et on m'appelle la veille de la diffusion. On me dit oui, en fait, l'émission était trop longue, alors on a dû choisir et en gros, c'est ton sketch qui saute. Et j'aurais compris si je m'étais pris le beat de l'année, c'est bien pour tout le monde et pour moi et pour l'émission qu'il n'y ait pas. Mais là, c'était pas le cas. Donc en fait, à chaque fois, il y avait des trucs comme ça et je me suis dit, donc c'est donc ça en fait. Ce truc de, en coulisses, tout le monde est c'est génial, j'adore, c'est trop bien. En fait, non, c'est pas vrai, quoi. Donc ce truc-là, je me suis dit, ok, c'est pas un milieu qui va me plaire longtemps. Et donc tu décides à ce moment-là de toi te lancer sur les réseaux à fond? Pas tant encore, pas tant, parce qu'après j'atterris au Jamel Comedy Club, qui est aussi de la télé, mais c'est pas pareil. C'est un truc, déjà c'est fait par un artiste. Ouais. C'est Jamel qui sait ce que c'est que ce métier, qui te laisse libre de faire ce que tu veux, etc. Et là, je crois que c'est même moi qui m'auto-conditionne avec les codes qu'il y avait dans le Jamel Comedy Club. Il y avait des trucs qui marchaient plus que d'autres, etc. Donc tu sais, tu fais un peu comme un musicien. Tu dis, est-ce que je fais un tube ou est-ce que je fais ce que je veux faire? Ouais. Le tube, il va passer à la radio. Ce que je veux faire, ça va peut-être moins bien marcher. Et là, j'étais un peu dans la course à il faut que ça marche. Vu que je commence à goûter à ce truc-là, que tu as des salles à remplir, Ouais. et tout ça, tu commences à poser les mauvaises équations. C'est qu'est-ce que je fais pour que ça remplisse? Ouais. Et ça, c'est, s'il y a des jeunes humoristes qui regardent ce truc-là, c'est la pire des erreurs à faire parce que tu vas faire un truc qui te plaît pas, qui marchera pas forcément. Mais le problème, c'est qu'on va te découvrir comme ça et qu'après, pour te décoller de cette étiquette-là, tu vas en chier pendant des années. Et en fait, il faut faire ce qui te fait du bien, le ventre, il ment pas. Il va te dire si tu es en train de faire l'escroc ou si tu es sincère. Donc qu'est-ce que tu faisais comme type d'humour à l'époque? Quand j'ai basculé au Comedy Club, je suis arrivé sur des trucs beaucoup plus légers. En fait, parce que vu que j'avais eu l'expérience d'avant où on coupait tout, Ouais. je me suis dit à un moment donné, il faut peut-être que j'ai plus d'une minute Ouais, c'est clair, d'antenne. passage Ouais. de trucs. Donc je me suis dit, je vais faire voilà, les trucs, l'enfance, le couple, les trucs et tout. Mais ça m'a vite saoulé en fait. Ça m'a vite saoulé. J'étais sur scène, j'aimais pas ce que je faisais. Ça marchait, mais ça m'amenait vers des trucs qui n'étaient pas moi. Et c'est là où tu vois, où tu te rends compte, tu te dis, bah en fait, voilà, j'ai la lumière que je veux. Ouais. Je suis dans une belle salle, en plus le Comedy Club et tout ça, ça remplit, c'est cool. Mais je reviens à mon histoire de conscience, tu vois, comme quoi ça m'arrive d'être cohérent de temps en temps. J'ai pas la conscience légère. Parce que je me dis, en fait, là, je suis pas fier de ce que je fais, ça me plaît pas, ça me ressemble pas, j'y mets beaucoup d'énergie, je passe tout en force parce que j'y crois pas, donc je suis obligé de gueuler, je suis obligé non, faut que j'arrête. Et la réflexion a été aussi limpide dès le début, parce que je trouve que parfois c'est difficile. On peut se rendre compte qu'on n'est pas forcément hyper aligné, mais on a du mal à savoir pourquoi. On a l'impression de bien faire. Tu vois, je me mets dans ta peau de jeune humoriste, en effet, qui veut faire rire. Donc, je trouve ça difficile c'est assez admirable que tu aies réussi à identifier que ce soit parce que tu ne parlais pas des sujets qui t'animaient vraiment. Une autre manière de le formuler, ce serait: quelles questions est-ce qu'on pourrait se poser pour s'assurer qu'on est au bon endroit ou pour vérifier qu'on n'est pas au mauvais endroit? Je crois qu'on le sait. Après, c'est est-ce que tu te l'avoues ou pas? Je crois que Mais tu ça, le sais. toi, tu fais partie des gens qui disent ouais, on le sent dans le ventre et tout. Pense aux gens qui ne ressentent pas. Bah, déjà, si Pense aux gens qui sont là, putain, ventre, merde. Non, mais tu ressens forcément. C'est-à-dire qu'il y a un moment, s'il n'y a aucun souci dans ce que tu fais, bah, tu te poses même pas la Oui, question. c'est vrai. Tu vois, tout va bien. Si tu commences à te poser la question, c'est que tu le sais. Tu sais qu'il y a quelque chose qui... Alors, c'est le degré de à quel point il faut changer. Là où tu dois être un peu plus dans l'introspection. Mais si déjà tu sens qu'il y a une gêne, c'est qu'elle existe. Ouais. Elle est là, tu le sais. Et toi, tu as très vite identifié que c'était la gêne de parler des sujets légers. C'est pas de parler des sujets légers, parce que si j'avais eu envie de faire ça, c'est très bien. Je veux dire, c'était pour moi, il n'y a pas une obligation à aller tout de suite sur Israël-Palestine ou sur les viols de Mazante. Et tu peux aussi être sur les étagères si tu as envie. Quoi. Voilà. Sauf tu quand vois, tu t'appelles Walidia. Mais si j'ai envie de faire un truc sur les étagères, je le ferai. Mais c'est que j'avais pas envie de le faire.
Et que donc je faisais un truc que j'avais pas envie de faire. Je dis, c'est comme un chanteur qui va chanter ce que le label lui oblige à chanter, qui a été écrit par un autre, et il va être là, mais il a envie de se suicider parce que c'est pas ça qu'il veut faire. Et ben moi c'était la même chose, sauf que je me l'infligeais à moi-même, personne ne me l'infligeait du tout. Et je pense que quand tu es dans ce questionnement-là, ouais, tu le sais. Mais même quand tu es par exemple dans un taf qui te plaît pas. Tu es dans un taf qui te plaît pas. Alors oui, tu es payé, tu es content, tu es bien, mais tu dis, est-ce que ça a du sens ce que je fais ? Est-ce que je me sens fier de ce que je fais ? Est-ce que je vais être enfermé là-dedans toute ma vie ? Alors je dis pas il faut tout lâcher, machin, mais c'est peut-être le moment de voir quelle porte de sortie tu as, etc. Parce que ça va vite, quoi. Il y a des gens qui sont enfermés dans le même taf 25 ans, puis ils se réveillent et ils disent ah merde, j'ai tout foiré. Mais parce que beaucoup ne savent pas forcément quelle est la porte de sortie, ou ont peur de se retrouver dans une situation peut-être encore moins plaisante que celle qu'ils avaient. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais donner peut-être comme conseil aux personnes qui ont réalisé qu'ils ont cette gêne, tu vois, qui sont pas alignées, mais qui ne savent pas comment trouver l'alignement? Déjà, de ne pas vouloir aller vite. C'est-à-dire de ne pas dire je veux un changement à 180 tout de suite et je vais partir élever des pingouins au Groenland. Non, tu vois, c'est... Ok, tu as fait ton constat, tu le sais. Petit à petit, regarder là où ça peut dévier. Déjà, évidemment, il y a la question financière qui va se poser. Donc, voir là où tu peux peut-être diviser, c'est-à-dire se dire ok, je vais faire un truc parce qu'il faut bien que je bouffe et que je paye mon appart. Mais peut-être que ça me dégagera un peu de temps pour pousser un autre projet qui lui me plaît, etc. Ou parfois il y a, je vais me priver, je vais garder ce taf-là, mais je vais me priver pendant 6 mois, 1 an, mettre de côté pour après avoir 1 an pour réaliser ce que je veux. T'as plein de solutions, mais c'est pas. Moi, je suis pas du tout fan des trucs. Prends des risques, sors de ta zone de confort, nique tout. Non, c'est pas vrai. Il y a des réalités. Et ceux qui le disent, c'est ceux qui l'ont jamais fait. Ouais. Puis c'est des trucs d'Instagram, quoi. Tu vois, c'est des trucs. Moi, il y a une réalité de la vie. Il y a des obligations, il y a des factures. Il y en a qui ont des enfants. Donc c'est juste. C'est comme une évasion de prison, quoi. Tu prépares ça longtemps à l'avance. Tu essaies de planifier les détails, ça va pas se passer comme tu as prévu, mais au moins... On dirait que tu parles en connaissance de cause. Jamais de prison, casier judiciaire vierge. mais voilà, c'est un truc de ça se prépare. Une porte de sortie, ça se trouve, ça se prépare, ça se cogite. Faut pas hésiter aussi à demander des conseils. Parfois, il y a des gens, ils ont des solutions auxquelles tu n'avais pas pensé. Il y a des gens, ils ont un réseau auquel tu ne pensais pas qu'ils avaient accès. Faut pas se mettre ça tout seul, quoi, dans la tête. Encore une fois, je te dis, ces trucs-là de développement personnel débile, de c'est toi et toi-même, toi contre eux. C'est pas vrai. C'est toi, les autres, parlent, discutent, lâche-toi. Faut pas exposer ses failles. Si tu as un problème, si tu as des gens de confiance autour de toi, vas-y. Demande, pose des questions. Au pire, tu auras une réponse qui ne te convient pas. Mais c'est le seul risque que tu prends. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Récemment, j'avais parlé du ventre justement, mais je vais pas te dire ça parce que je l'ai déjà dit. C'était écoute ton ventre ? C'était vraiment ça. Avant, tu l'écoutais pas ? Non, en fait, avant, j'avais la sensation, mais je lui faisais pas confiance. D'accord. Je me disais, bon, c'est un truc physiologique, mais on s'en fout. Et en fait, maintenant, même dans une pièce, si je suis pas bien, il me dit, casse-toi. Okay. Il y a un truc, non, mais je sais pas si c'est le meilleur conseil, mais de pas subir le rythme que plein de choses t'imposent, que ce soit sociétalement parlant, les réseaux, tout ce que tu veux. Il y a des gens, c'est des speeds, c'est des têtes brûlées. Ils disent c'est pas grave si je me retrouve sous un pont, je vais le faire. C'est très bien. Et il y a des gens, ils se disent ça va me prendre 6 ans, mais je garde, ça a peut-être un certain confort, peut-être un certain truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ne jamais croire aux recettes toutes faites. Ouais. Parce que la recette toute faite de l'un, c'est pas la recette toute faite de l'autre. Et faut trouver son, comme disent les Américains, son pace, tu vois, son rythme. Son rythme quoi, à tu soi, vois, et quand tu l'as trouvé, il faut le protéger. Faut pas le lâcher parce que tu vas avoir du mais moi à ta place j'aurais fait comme ci, puis moi j'aurais fait ça, mais regarde l'autre il a fait truc, et puis tu te compares et puis t'es foutu. Quand tu rentres dans la comparaison, la comparaison, c'est un tueur de joie. C'est un truc, tu vas voir ça comme vert, moi je vais ça, tu vas, il a plus d'eau. Ouais. Mais t'as de l'eau, c'est bon, tu vois, tout va bien, tu vois. Donc c'est ce truc, de rester dans le, j'ai mon rythme, j'ai mon truc,
le monde avance d'une certaine vitesse, j'avance dans le mien, et j'essaye de composer avec ça, quoi. Pas s'obliger à être dans cette espèce de couloir de la mort, là, vite, vite, vite. C'est quoi le plus grand piège duquel tu es victime? Parce qu'en t'écoutant, j'ai l'impression que tu as déjà réalisé beaucoup de choses et que tu as déjà fait le travail sur beaucoup de failles qu'on peut avoir personnellement. Est-ce qu'il y a un piège dans lequel tu tombes encore? Oui, le piège de la paresse. Ah, Ouais, ça parfois. Alors, autant parfois je peux être un bourreau de travail, mais vraiment un taré, je vais me réveiller et je vais pas m'endormir pendant je ne sais combien d'heures. Mais autant il y a des fois c'est terrible, j'ai envie de rien du tout et je peux ne rien faire et parfois je me complais dans la rien-faisance. Et ça ouais c'est un truc, tu vois, ça rentre même en contradiction avec ce que je t'ai dit avant. Est-ce que je dois quand même suivre ce rythme-là ou pas? Et c'est un questionnement que j'ai, c'est que je me dis, évidemment, il faut se reposer. Il n'y a pas de problème, mais parfois, j'abuse, quoi. Tu vois, il y a des fois où vraiment, heureusement que j'ai des gens avec qui je bosse qui parfois me disent, waouh, là, c'est dans 2 semaines. Si t'es pas prêt dans 2 semaines. En plus, ils me connaissent. Ils savent que quand je fais un truc et que je suis pas prêt, après, je m'en veux vraiment longtemps après, où je me dis, j'avais tout le temps de le faire, mais et du coup, j'ai rien fait. Et voilà. Donc, ce piège de la paresse, ça, en plus, ça arrive souvent. Là, je parle d'une carrière d'artiste, mais ça peut arriver à n'importe quel taf. Je veux dire, quand ça va, tu vois, ça va. Le spectacle tourne bien, j'ai des projets qui marchent bien. Allez, c'est bon, on va faire dodo un peu. Et il faut. Mais il faut choisir ses moments. Il faut donc, ouais, ce piège-là, je tombe facilement dedans. comment ton état d'esprit a changé depuis que t'es papa? Bah, ça décentre. C'est-à-dire que c'est plus moi le plus important dans ma vie. Donc, du coup, en fait, les décisions que tu prends, mais ça fait du bien parce que toi, tu n'es plus important. C'est-à-dire que juste, t'as pas le droit de mourir parce qu'il faut les nourrir, quoi, ces choses-là. Mais tu n'es plus le centre de ta vie. Et franchement, en termes d'ego, en termes d'amour propre de trucs, ça fait du bien parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui deviennent plus du tout importants. La gueule que t'as, c'est pas grave. C'est plus du tout. Tu vas faire attention à toi de temps en temps. Tu vas avoir ces envies de j'existe et je veux être tout seul. Et heureusement, faut pas dédier sa vie à ses enfants, sinon même eux, ça va les rendre malheureux. Mais ça fait du bien de plus être dans ton syndrome de personnage principal, où en fait, non, le film, il va continuer après toi, donc tu as plein de choses à préparer, etc. Tu gagnes du temps parce que tu prends des meilleures décisions, des trucs où tu allais prendre un truc immédiat pour toi, là, tu dis, ouais, mais si je fais ça, je peux pas aller faire ça avec elle. Donc, tu réfléchis mieux, ça t'évite certains pièges, ça t'évite plein de trucs, donc les enfants, c'est un bon bouclier, je trouve. On dit, nous, on les protège, mais ils te protègent indirectement par les décisions que tu prends. Est-ce que tu étais féministe avant d'avoir ta fille? Moins, ce serait mentir de dire que je pense pas avoir été misogyne. Je pense avoir été peut-être avoir une légère indifférence sur certains trucs, mais jamais de mauvaise foi. C'est-à-dire que quand tu me montrais tu m'expliquais par A plus B que ça, c'était oui, pas de problème. Parce que je place ça sur le même plan que le racisme, etc. Donc je vois très bien les leçons t'abuses de racisme. C'est exactement les mêmes qu'on va faire aux féministes, etc. Il y a trop, non, c'est pas vrai, t'en sais rien. Tu t'es jamais pris de main au cul dans le métro, donc tu vas pas m'expliquer ce que ça fait si tu l'as jamais vécu. Comme tu n'as jamais vécu c'est déjà loué, alors que c'est pas loué. Tu vois, c'est pareil. Donc voilà. Tu vois, c'est ce genre de truc où il y en a qui connaissent, apparemment. Où voilà, c'est des expériences, je les ai toujours pris en compte. Ouais. Maintenant, je sais que le fait d'avoir une fille, ça a accéléré le processus de waouh, où je l'ai mise là, qu'est-ce qui se passe, etc. Forcément. Donc je suis très sincère avec ça. Forcément, ça m'a accéléré. Mais j'étais dans cette voie-là déjà. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus pour elle? Honnêtement, plein de choses, en même temps pas grand-chose. Comme je te dis, sur ce que je peux contrôler, rien. C'est-à-dire, ce que je vais lui transmettre, je sais que je vais faire du mieux que je peux pour pas lui mettre de la merde dans la tête.
Après, ce qu'elle va en faire, ce que le monde autour va faire, il y a trop de choses pour que je m'en inquiète. C'est-à-dire que tu peux lui donner des clés, mais après, le monde s'occupera d'elle d'une manière sur laquelle j'ai aucun pouvoir, en fait. Donc, m'inquiéter, non, avoir peur, oui, c'est normal, t'as peur, mais comme t'as peur qu'elle traverse la route, que voilà, c'est... Mais en même temps, je m'applique la même chose, c'est-à-dire de me dire, ben, ce que je contrôle, je le fais. L'éducation, la prévention, tout ce que je peux transmettre, je transmets. Le reste, elle verra par elle-même, quoi. Tu vois, je veux pas l'enfermer dans un monde de risques. Lui dire, je veux la prévenir. Il peut se passer ça, ça existe, ça machin. Est-ce que ça va t'arriver? J'en sais rien. Au moins, tu le sais. Mais lui dire, fais attention dehors, c'est les loups-garous et tout. Ce serait la mettre dans une angoisse du dehors qui sert à rien. Je suis pas dans l'angélisme, mais je suis dans le truc de je vais te le dire, on va préparer. Moi, on fait des scénarios des fois dans la maison. Je lui apprends plein de choses. Et après, d'autres gens aussi, comme on dit, il faut un village pour éduquer un enfant. J'ai une famille super proche qui lui transmet plein de trucs. J'ai une sœur, tu vois, pour qui aussi c'est une autre génération, donc c'est aussi un autre rapport, etc. Elle sera au courant. Elle sera au courant. Après, voilà, la prévention n'évite pas le danger. Hein. C'est comme ça. Mais je vais pas m'en faire des montagnes, sinon tu dors pas. Sinon tu dors jamais, t'as peur de tout, quoi. Si jamais tu pouvais lui partager 3 valeurs, tu vois, si jamais elle pouvait vraiment en retenir 3 principales, lesquelles t'aimerais transmettre? Très bonne question. Je sais pas si c'est des valeurs. En fait, c'est plus un sens de... C'est plus des compétences que des valeurs. Parce que des valeurs, tu ne peux la transmettre que par l'exemple, en fait. C'est pas parce que tu lui dis il faut être comme ça qu'elle va l'être. C'est en te voyant faire, elle va choper certaines de tes qualités, certains de tes défauts, et à un moment même ne plus te calculer du tout et prendre d'autres influences. C'est plus lui donner des réflexes, en fait. De dire... moi, je suis dans un état d'esprit, par exemple, où là, on est vachement sur les relations avec les autres, de ne pas faire confiance trop rapidement, en même temps de ne pas se fermer à tout le monde, d'analyser les actions plutôt que les paroles, parce que je suis bien placé pour dire que le blabla, ça s'envole comme jamais. Donc c'est plus des principes de vie, de dire, voilà, reste lucide sur ce qui t'entoure, et sache que il ne faut pas être un contrôle fric non plus surtout, mais si tu perds le contrôle, tu gagnes en vulnérabilité. Donc, choisis où tu es, regarde où tu mets les pieds, analyse quoi. Tu es dans un endroit, regarde par où il faut sortir. Tu le sais. Il se passera peut-être rien, mais au moins tu le sais. Et le fait de se préparer, encore une fois, ça permet d'éviter des écueils parfois bêtes, quoi. Mais ouais, c'est plus ces réflexes de vie-là. Parce que les valeurs, c'est un grand mot, les valeurs. Tu vois, je pourrais te dire l'intégrité, ce sera pas une humaine parfaite, quoi, tu vois, elle fera des conneries comme tout le monde, mais au moins, s'éviter quand même certaines... Il y a des choses évitables, quand même, dans la vie. Avec les 2-3 bons conseils, 2-3 bonnes techniques, tu t'en sors à peu près. Est-ce que t'en fais des moments précis, ou tu vois, est-ce que t'en fais presque des enseignements, des leçons? J'y pense parce que, personnellement, j'ai pas tellement eu, tu vois, de principes qui m'ont été transmis. Et je me demande du coup si la meilleure façon de le faire, c'est en se disant genre, je sais pas, tous les samedis matins au petit-déj, c'est conversation à cœur ouvert. Et peut-être qu'elle me pose toutes les questions qu'elle a sur le cœur, et comme ça, moi je lui réponds. Parce qu'en fait, je trouve que ça peut être difficile pour les parents d'être pris dans finalement le quotidien et tout ce qu'il y a déjà à battre, encore plus quand on a plusieurs enfants, etc. Donc je me demande quel est le meilleur moyen de s'assurer qu'en effet, ces principes de vie infusent en eux. Bah, comme je te disais tout à l'heure, déjà c'est par l'exemple. Ouais. T'es pas obligé de lui dire, fais-le. Si tu veux qu'elle ait quelque chose, fais-le devant elle. Parce que les enfants, ils enregistrent ça beaucoup plus que tes paroles. Et encore plus si tes paroles ne sont pas en lien avec ce que tu fais. Même si sur le coup, ils ont peut-être pas la distance pour se dire, on raconte des conneries, je suis là. Mais à un moment donné, ça va tilter. Peut-être même à 20 ans, 30 ans, etc. Donc c'est déjà dans ton comportement, transmets ce que tu veux transmettre, qui est beaucoup plus efficace qu'une conversation de 2 heures, même que ça fait du bien, une conversation de 2 heures, mais
va pas tout retenir. Sur les 2 heures où tu vas lui parler, tu vas parfois même employer des mots qu'elle va pas capter, etc. Donc, alors qu'une action, elle le voit. Ouais. Et ça, c'est enregistré, c'est visuel, c'est là. Après, faut être à l'écoute de quand ton enfant a envie de jacter avec toi. Quand il n'a pas envie, ça s'apprend, quoi. Tu vois, je sais pas s'il y a un bon moment, il y a le moment où tu le sens. C'est sûr que s'il vient avec une question, bah oui, chope le moment là. Si tu sais pas, dis que tu sais pas. ne lui remplis pas la tête avec des conneries. Et puis surtout, apprenez à vous renseigner ensemble. Comme ça, tu apprends aussi à croiser les sources d'infos. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Donc, c'est pas parce que c'est bien écrit avec une belle photo que c'est vrai, etc. Prendre 2-3 sources. Donc, c'est l'adapter aussi au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as de l'info de partout. Tu veux savoir un truc, bah, comprends qui l'a écrit, pourquoi il l'a écrit, dans quel journal il l'a écrit, etc. Donc, c'est n'importe quel moment est une opportunité d'apprendre quelque chose. Ouais. Il faut juste en être conscient en tant que parent. Et surtout aussi se dire, parfois, on n'en a rien à foutre, c'est pas grave. Dire, tu peux être dans ton truc et là il veut, bah non, pas là. Voilà, et c'est pas grave. Et ça lui apprend aussi que dans la vie, il n'y a pas tout le monde qui va dire oui, pardon, j'arrête toute ma vie pour t'écouter. Donc c'est pareil, le parent parfait n'existe pas. Et surtout, l'enfant, là il y a beaucoup de principes d'éducation, de trucs. Parfois, il doit aussi être dans le ah, j'ai eu un non, j'ai eu un obstacle, j'ai eu quelqu'un qui m'a pas prêté d'attention. Et c'est pas grave, tu vois, t'es pas mort. Parce qu'après, sinon, ça fait des clic, 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 clic toute la journée. Et ils comprennent pas que là, j'ai eu que 500 likes, et putain, je vais me suicider. Ben non. Si t'es pas habitué à avoir aussi de l'attention H24, tu t'en sors très bien. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est plus saisir l'opportunité, quoi. Pourquoi tu penses que le MeToo dans le stand-up est arrivé si tard ? Très bonne question, ça. Pourquoi si tard ? Parce qu'on a l'air tellement sympa. Les apparences sont parfois trompeuses. On est des marins, on peut pas violer des gens. Si, bien sûr. Parce que, encore une fois, c'est cette espèce de préjugé, alors là, à l'envers, comme quoi il y aurait des milieux peut-être plus sains que d'autres. Non, le problème, il est partout. Il est dans tous les milieux, que ce soit dans l'humour ou ailleurs, c'est exactement le même problème. Après, peut-être que... Je réfléchis en même temps. Hein, ouais, t'as le droit. Peut-être qu'il y avait aussi un truc que le cinéma, c'était plus vendeur dans le MeToo. Tu vois, c'est des gens que tout le monde connaît, que machin. Faut pas négliger le rôle de... figure aussi de proue, quoi. Voilà. Mais faut pas négliger le rôle des médias là-dedans, qui est de se dire aussi comment je fais cliquer les gens sur mon truc. Tu vois, si c'est un truc avec Depardieu, c'est peut-être plus cliquable qu'avec le petit humoriste du Comedy Club du coin. Tu vois, c'est malheureux, mais c'est un traitement qui est comme ça. Après aussi, peut-être qu'il y avait une certaine omerta, j'en sais rien. Tu vois. Honnêtement, moi, j'étais un peu à côté de ça. J'ai changé après, quoi, quand c'est sorti. Je dis, je disais même d'ailleurs, que ce soit aux humoristes femmes ou aux autres, je dis, parlez-nous, quoi. S'il y a un truc. Mais après, je dis, il n'y avait rien aussi comme gage qui pouvait leur dire de me faire confiance. Ouais. On ne savait rien, tu vois. Donc c'est un peu tout, quoi. T'es là, tu dis, c'est un peu comme quand il y a une inondation, quoi. Tu dis, je peux prendre un seau, je peux faire un truc. Donc ouais, je pense qu'il y a eu de la mise sous silence. Par qui, par quoi, j'en sais rien. Tu vois, je suis pas allé jusque là dans l'analyse. Mais c'est bien que ce soit sorti. Comme ça permet de remettre les pendules à l'heure et au moins on est sûr que on va pas on pourra pas dire on savait pas. Tu vois, là on sait, bon, tout va bien. Est-ce que c'est un de tes amis ou un pote a été touché par le MeToo stand-up ou par un MeToo tout court ? Parce que en fait je me rends compte que j'ai jamais échangé avec un homme qui est relativement féministe et qui se rend compte qu'en fait, un de ses bons potes est un agresseur. Écoute, ça m'est jamais arrivé. J'ai vu des potes, parfois plus jeunes, faire de la merde avec d'autres gens. Ça me gênait. J'intervenais pas forcément. Je vais pas faire le Batman, c'est pas vrai. Mais ça me gênait quand je voyais certains trucs. Là, dans les humoristes, j'en connais qui ont fait des trucs, mais c'est pas mes potes. Donc, j'ai aucun problème, tu vois, à couper les ponts avec ces gens-là parce que c'est pas mes amis, c'est des gens, on se connaît tous, les humoristes, on s'est tous croisés dans des trucs, mais il y en a
aucun que je considère comme un ami qui a fait ça. Donc moi, d'ailleurs, quand j'ai été contacté par plein de médias pour ça, je dis moi, je ne traîne pas avec eux. Je les vois pas. Si je les avais vus faire, j'ose espérer que j'aurais fait quelque chose. Mais en général, tu le vois pas. Je veux dire, c'est pas un truc qui se fait devant. C'est plus des paroles qui vont être faites devant toi, où ça va mal parler à une régisseuse, ou etc. Mais l'acte en lui-même, l'agression sexuelle, etc. Ils savent très bien que c'est mal. Et ils le font pas devant des gens. Et si j'ose dire, en particulier devant moi. Parce qu'ils savent très bien que c'est un truc que j'aurais du mal à le cautionner, tu vois. Et demain, si j'ai un ami sincère qui fait ça, bah, c'est terminé, tu vois. Tu peux pas. C'est une trahison aussi, tu vois. Alors j'aurais rien subi moi par rapport à la victime, mais c'est une trahison aussi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même que les gens avec qui je m'entends bien, on est sur cette communauté d'idées qui fait qu'on viole pas les autres, quoi. C'est un peu con, mais c'est un peu con de dire ça comme ça, mais c'est ouais, non, tu vois. Mais encore une fois, je te dis, j'essaye là en ce moment parce que surtout depuis la tribune qu'il y a eu par rapport après l'affaire Mazan, etc. On me demande vachement dessus. Je dis moi, je ne fais que suivre ce qu'on m'a inculqué. Là-dessus, je suis pas du tout, je suis le sauveur de rien du tout. Je suis pas parfait. Et ça se trouve, j'ai dit des trucs à des gens, il fallait pas les dire. Enfin, tu vois. Donc, surtout, ne pas se mettre en donneur de leçons de ça, quoi. Tu vois, moi, j'apprends. J'ai de la chance de côtoyer plein de militantes qui m'apprennent plein de trucs. Et ce qu'elles me disent, c'est on a besoin que ce soit transmis par des gens comme toi, parce que, bah, déjà, c'est la vérité. Il y a plein de mecs qui écoutent que les mecs déjà. Donc, ça peut être la plus brillante du monde, ils ne l'écouteront pas par le fait que c'est une femme. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et donc, je sers à ça. Mais je suis un relais, moi. Je ne suis pas du tout... Enfin, à aucun moment, je m'érige en gardien de la porte de ce truc-là. J'apprends. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois ? Bah écoute, avec ma fille quand même, tu fais beaucoup de choses pour les premières fois, quoi, tu vois. Bon, le problème c'est qu'après tu le refais 250 fois. C'est ça le problème. Mais ouais, c'est là où je découvre le plus de trucs, quoi. Okay. Parce que dans mon métier, en fait, si, là je suis en train d'écrire un livre. C'est un truc que j'avais jamais fait. Trop bien. Que j'avais jamais fait. Tu peux nous spoiler un peu quand est-ce qu'il sortira ? Oula, il faut déjà que je le finisse. 2025 ? J'aimerais bien. Écoute, l'histoire est chambée. C'est très très bien. C'est de la fiction ou c'est de... C'est de la pure fiction, c'est de la thérapie même. Mais voilà, je m'éclate en fait à faire ça. Et c'est vrai que c'est une forme d'écriture que je connaissais pas. Et ouais, en fait, je crois que c'est là où tu es le plus libre. Dans un livre, quoi. Tu vois, c'est vrai. T'as pas de contrainte tu peux raturer, refaire, recommencer. Le rythme, c'est toi qui l'imposes. Tu peux faire 400 pages, tu peux en faire 50. C'est un truc de liberté totale. Encore plus que la scène. Parce que la scène, il faut quand même que ça rigole un peu de temps en temps. Là, il n'y a pas de contrainte, il n'y a rien. Et ouais, c'est dans mon métier, c'est une première fois. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, ce serait qui ? Si je pouvais entendre quelqu'un... À ta place, tu veux dire Non, là, toi, à ta place. À ma place, qui j'aurais envie d'entendre ? Tu vois, ça, c'est une question que tu aurais dû me poser il y a 2 jours. Comme ça, j'aurais trouvé... Pourquoi il y a 2 jours ? Parce qu'il m'aurait fallu du temps pour réfléchir. Parce que là comme ça... Une autre façon de le formuler, c'est avec qui t'aimerais dîner demain, là, si je te laisse le choix. Mort ou vivant ? Vivant. Ils sont tous morts, les gens avec qui j'ai envie de parler. Vivant. Un kiff comme ça serait Denzel Washington. Un vrai kiff de... Ouais. Mais écoute, je crois qu'en plus, il était au festival de Monte-Carlo, je l'ai aperçu de loin. Eh ben, donne-lui mon numéro, qu'on discute. Mais ouais, non, vraiment, là, c'est parce que je pense à ça, parce qu'on m'avait posé la question par rapport à un acteur, si tu avais un acteur rêvé avec qui tournait, donc je pense à ça. Mais en vrai, je pense que si je prenais le temps, j'aurais 50 milliards de personnes à te dire. Mais Denzel, ça me va très bien. Ouais, moi aussi. On l'embrasse. Je te fais un petit quiz parce que je crois qu'on m'a plus ou moins fait comprendre qu'il fallait que je wrap up. T'avais des pancartes en mode Louise, fini. Wally. Oui. Qui est la personne qui te fait le plus rire ? Putain, je vais te clicher, mais c'est ma fille. Hein. Mais j'ai pas dit toi.
La dernière fois que t'as pleuré. Putain, c'est vraiment le papa gâteau de merde. Bah, c'est quand ma fille me manquait, ouais. C'est pas vrai, Réaction du c'était public. pour faire ça, c'était pour avoir cette réaction, ouais. Quel ministère tu prendrais si on t'en proposait un? Ah oh, putain, aucun. Jamais de la vie. Je pense que ça me rendrait totalement corruptible. Le livre qui t'a fait le plus réfléchir? Les damnés de la Terre de Frantz Fanon. Si demain tu pouvais reprendre des études, t'étudierais quoi? Bah, par rapport à mon métier, je dirais sociologie, pour avoir ouais. un peu plus de profondeur dans ce que je raconte. Une anti-sèche sur la vie que t'aimerais partager à ta fille? Achète du bitcoin en 2001, putain. C'est trop tard. Ça qu'il fallait faire. Et on va pour terminer. Qui est-ce que tu sais le mieux imiter en personnage de fiction? Gollum. Bah vas-y. Vilain au pitchoufli. Le maître, ils nous l'ont volé. C'est très fort. Merci beaucoup, Wally. Franchement, Plaisir. c'était trop chouette. Encore merci.